Je vais commencer, alors déjà en vous disant que cette soirée, elle part d'un constat simple, qui se vérifie de plus en plus, c'est que, vous l'avez vu partout sur les affiches, cette soirée, on l'a appelée toujours les mêmes. Ça veut dire toujours les mêmes personnes au pouvoir, dans les postes à haute responsabilité. Quelques chiffres pour bien cadrer le sujet. 68%, c'est la part des députés à l'Assemblée nationale qui sont issus, qui sont cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Alors que cette même catégorie, dans la population générale, c'est seulement 11%. Voilà, on passe de 11 à 68. 80%, c'est la proportion de maires, M-A-I-R-E, qui sont des hommes, parce que sinon ça aurait été un peu bizarre, en France, en 2025. Et dans notre gouvernement actuel, un chiffre bien croustillant qu'on a reçu récemment, donc le gouvernement actuel, il compte 36 ministres, il y en a 22 d'entre eux qui sont millionnaires. Voilà. Ça dresse un petit peu le tableau. Alors, on a toujours les mêmes, donc cette surreprésentation des hommes de catégorie supérieure, très souvent blancs, on va beaucoup en débattre ce soir, dans les hautes fonctions politiques, même avec la loi sur la parité des genres, et surtout sans loi sur la parité sociale en politique. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en sciences politiques pour expliquer ça, c'est que pour conserver le pouvoir, il n'y a rien de tel que de réduire le nombre de rivaux et de rivales, en excluant des pans entiers de la population, et ça s'appelle la confiscation du pouvoir. Au cours de l'histoire en France, cette exclusion, elle s'est faite par tout un tas de tactiques, pas seulement dans les fonctions politiques. Il y a eu des lois, évidemment, on pense notamment... non, j'ai dû chercher un peu pour ça, ça ne me venait pas tout seul, mais dans les universités, quand les universités européennes ont été créées au XIIIe siècle, il y a eu une loi très rapidement pour interdire aux femmes, aux juifs et aux laïcs d'avoir des diplômes, donc d'exercer tout un tas de professions. Parce que les universités, c'était quand même un lieu de pouvoir, c'était l'endroit où on contrôle et on produit le savoir. Alors, plus souvent, quand même, ça en passe, et si ça en passe pas par des lois, ça peut passer par de la violence. Un petit exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, il y a eu l'affaire qu'on a appelée la Ligue du LOL, l'affaire de la Ligue du LOL. Et donc là, c'était, encore une fois, c'est pas dans les fonctions politiques, mais quand même, le journalisme, c'est un lieu de pouvoir, donc ça se passe dans le journalisme. Et en gros, c'était des hommes journalistes très influents, qui ont harcelé en ligne, et dans la vie réelle, comme on dit, qui ont même poussé au suicide des jeunes femmes journalistes. En gros, pour les rendre inaptes à exercer, pour les exclure du milieu, pour s'accaparer ce milieu-là. Encore du côté de la violence, on pense évidemment à un mécanisme qui est connu dans toutes les villes de France, qui concerne les quartiers. C'est le harcèlement constant que fait la police sur les jeunes des quartiers, et des jeunes, surtout des jeunes hommes racisés dans les centres-villes. Et à Toulouse, ici, c'est vraiment flagrant. Quand on se balade dans le centre-ville, on voit sans arrêt des policiers en train de contrôler des jeunes hommes racisés. C'est pour les obliger, en fait, à une constante vigilance. Pour leur dire, en somme, vous êtes chez vous ici, et vous serez jamais tranquille. Et plus généralement, ce hold-up des classes supérieures sur le pouvoir politique, il se fait par le maintien, voire l'augmentation des inégalités sociales, qui disent qu'en fait, si tes parents sont riches, tu as toutes les chances de l'être à ton tour, et si tes parents sont pauvres, eh bien, tu vas avoir beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à ne pas l'être. Alors, même l'école, qui est dans le récit républicain censé rebattre toutes les cartes des inégalités sociales, des classes sociales, on sait aujourd'hui qu'au contraire, elle reproduit et même elle amplifie ces inégalités. En plus de cette reproduction, il y a en France, et même dans beaucoup d'endroits sur le terre, tout un tas de catégories de personnes qui vont être précarisées et qui, même sans être issues de classes populaires, vont être appauvries parce qu'elles appartiennent à ces catégories, notamment les femmes, les personnes racisées, les personnes trans, ou encore les personnes porteuses de handicap. Donc quand on parle d'inégalité sociale, de revenus, mécaniquement, c'est aussi de toutes ces discriminations qu'on parle. Les discours, ensuite, racistes, sexistes, qui visent juste à légitimer ce hold-up. C'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif en soi, c'est juste finalement ce qui participe d'un récit, d'un véritable récit qui dit qu'en gros, ces catégories-là, et même le peuple, il est incapable de décider, d'organiser lui-même la société. Et ce récit, il ne sert qu'à une chose, c'est conserver le pouvoir pour moi et pour ses proches. Alors j'insiste sur cet objectif au cœur de la stigmatisation, parce que, en fait, tout simplement, moi, ça me permet de mieux les comprendre et les combattre. On me fait savoir que je parle trop longtemps. Je l'avais prévu dans la tâche de salle, je suis toujours en retard. Bon, en tout cas, la conséquence principale de tout ça, directe et matérielle, c'est que les décisions politiques, elles sont systématiquement prises
pour le profit de cette poignée de personnes qui est surreprésentée et pas pour les besoins de la totalité de la population. Or, et je vais faire court là-dessus, sinon je vais me faire gronder, on est dans une situation très particulière aujourd'hui parce qu'avec la montée de l'extrême droite et avec l'effondrement écologique qui est en cours, en réalité, on est dans une véritable urgence démocratique. Donc si on laisse ces mêmes personnes garder le pouvoir, les conséquences sur les catégories qui en seront les plus exclues, elles vont être encore bien plus dramatiques qu'elles le sont déjà aujourd'hui. D'abord parce que la dérive autoritaire et nationaliste, elle a besoin de boucs émissaires. On l'a vu la semaine dernière avec la police de Retailleau qui a fait des rafles de sans-papiers partout en France. Et aussi parce que face au dérèglement climatique, les décisions de ces personnes-là, le choix de ces personnes-là, ça va être finalement de sacrifier une partie de la population pour permettre aux plus puissants de garder à la fois leur profit, mais aussi les conditions d'une vie bonne, un air pur, une nourriture saine. Et je pense que j'arrive presque à la fin, Maxime. Tout ce que je voulais dire, oui, c'est que en fait, voilà, faire la démocratie aujourd'hui, c'est une urgence. C'est une urgence très, très forte. Paradoxalement, on ne peut pas décréter la démocratie d'un coup, parce que la démocratie, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, tous les jours, en fait, de la vie, par l'éducation populaire, par la construction d'un récit démocratique qui est capable de montrer qu'ensemble, on est capable de décider pour nos vies. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'organiser pour peser dans le rapport de force, partager le pouvoir pour le distribuer le plus possible, l'incarner collectivement et non plus individuellement. Et c'est sur cette urgence démocratique que travaille Archipel Citoyen, ça c'est le Discord qui fait bip, que travaille Archipel Citoyen avec son programme démocratique, avec le collège citoyen qui a été lancé, et aussi l'Assemblée des quartiers avec l'organisation d'un pouvoir collectif distribué dans les quartiers. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de co-organiser cette soirée. Et donc, sans transition, je vais laisser la parole à Ahmed Lakouache pour nous présenter l'Assemblée des quartiers. Merci Alice. Merci à Archipel Citoyen de nous avoir proposé donc, de co-organiser cette soirée. Alors, je suis donc Ahmed Lakouache, je suis membre de l'Assemblée des quartiers, donc j'ai en charge de vous présenter en 2 minutes de chrono donc l'organisation de l'Assemblée des quartiers. Pour faire suite à ce qu'a vous a présenté Alice, effectivement, la question de la place des personnes dans la démocratie telle qu'elle est construite en France est à géométrie variable. Du point de vue des quartiers populaires, donc la question et le prisme de la classe sociale est d'autant plus prégnante dans la confiscation du pouvoir dont évoquait Alice. Alors, le constat de différents militants des quartiers populaires, acteurs et habitants, est évidemment navrant, alarmant sur la question de la confiscation du pouvoir. Je peux mettre Maxime, ça marche pas peut-être. Et donc, la question de comment les personnes se sont représentées, mais surtout comment elles se représentent. Donc, constat alarmant de la stigmatisation des personnes et des quartiers populaires. Donc, le plus compliqué, au final, c'est pas tellement comment les gens voient les habitants des quartiers populaires, mais plutôt comment les habitants des quartiers populaires finissent par se représenter leur classe, finissent par se représenter leur position au sein de la société. À un moment donné, la pression est tellement forte des politiques et des médias qui fait que finalement les habitants incorporent eux-mêmes cette ségrégation sociale, culturelle et politique. Donc c'est comment accompagner ces personnes, les habitants, pour se décaler de cette vision qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et pouvoir reprendre la place légitime. Donc, l'Assemblée des quartiers, issue donc de des années de militance de diverses villes, donc là on va parler de Toulouse, pour se constituer un collectif pour répondre à ces questions-là. Donc ça a émergé une des dates phares, parce qu'il y en a d'autres, mais une des dates phares qu'on a mis, donc c'est en 2022, avec le collectif On s'en mêle, suite à l'élection présidentielle, là pour affirmer le fait que les quartiers populaires ont une place dans la question politique, autour donc de valeurs de société plurielle et solidaire, pour pouvoir proposer donc une nouvelle façon d'aborder la démocratie par
parfois ce qu'on dit par le bas. L'Assemblée des quartiers pose comme principe son autonomie et son indépendance forte. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage d'années de politique et politique de la ville qui ont en quelque sorte aussi non seulement confisqué le pouvoir, mais pas que, confisqué aussi la vie quotidienne des habitants. Et donc il y a des stigmates autour de la question de l'instrumentalisation des habitants, notamment autour de la politique, qui fait que ce principe d'autonomie est vraiment nécessaire pour que les personnes puissent aussi avoir l'espoir et croire, parce qu'ils ont souvent eu beaucoup de désillusions, à une nouvelle façon de vivre la politique. Alors, il y a nous proposons trois piliers dans notre organisation pour accompagner ce mouvement. Il y a donc la question évidemment de la solidarité entre les habitants, pour pouvoir faire émerger des initiatives, puisque sans solidarité, il n'y a pas de lien entre les habitants, il n'y a pas d'initiative, donc c'est le ressort d'initiatives populaires. La question de la transmission auprès de tous les habitants, donc de l'histoire politique des quartiers populaires, puisque les quartiers populaires ont une histoire politique, s'inscrivent dans une longue histoire politique. Elle n'est pas vide comme certains médias peuvent aussi le diffuser. Et le troisième pilier fort, c'est accompagner la jeunesse autour de ces questions-là, pour que la jeunesse puisse se saisir de la question politique et à leur tour poursuivre ses luttes. Donc évidemment, là c'est une grosse synthèse de ce qu'est l'Assemblée des quartiers. Nous sommes plusieurs dans la salle, plusieurs membres de l'Assemblée des quartiers dans la salle, et pendant la soirée, nous aurons le plaisir d'échanger avec vous autour de qui nous sommes. Merci.